C'est le 30 juin, c'est le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est donc aujourd'hui que le Congo totalise 63 ans d'indépendance, de liberté, de souveraineté. Nous sommes là en tant que médias pour analyser le parcours de la RDC pendant ces 63 ans. Nous sommes là pour évaluer s'il y a des avancées depuis que nous sommes indépendants ou si il y a des efforts à conjuguer pour léguer aux générations futures la souveraineté, l'indépendance dans son contenu réel. Pour faire cet exercice, nous avions eu besoin d'un connaisseur de l'histoire de l'indépendance et quelqu'un qui a évolué avec les événements majeurs que le pays a connus après l'indépendance. C'est pourquoi il est professeur des universités, il est chercheur, il est consultant international, il est directeur général de la Fondation Lumumba. Je voulais dire, c'est aussi un habitué de ce plateau de Place à l'invité sur Télé Plus. J'étais en train de parler du professeur Michel Kitoko. C'est bien lui que nous recevons à cette occasion du 30 juin 2023. Avec vous, nous le recevons. Bonjour et bienvenue. Merci. Et je remercie tous les Congolais qui suivent, qui prennent le temps de suivre cette émission. Et je leur dis simplement de regarder positivement par rapport à la question de notre pays. 63 ans d'indépendance, c'est quand même quelque chose qui est habitué dans le bon sens. Je les conseille, chaque famille, d'essayer de rétrocéder aux enfants, la jeunesse congolaise, le vrai image et le vrai visage de la République démocratique du Congo à travers son accession à l'indépendance de notre pays. Bien, Michel Kitoko, vous êtes directeur général de la Fondation Lumumba. Qu'est-ce donc? Bon, la Fondation Patrice Emery Lumumba, c'est une fondation, une structure complètement privée qui œuvre par rapport à la dynamique et le combat que Patrice Emery Lumumba a voulu mener et dont la continuité dans les regards éminemment de chaque Congolais là où il veut. Je pense que nous sommes responsables d'apporter dans notre contribution la connaissance réelle que les Congolais vont ou cherchent ou vont devenir demain ou après-demain en rapport avec la dynamique de notre pays et puis son indépendance depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le combat que Patrice Emery Lumumba a dû mener avant l'indépendance, pendant l'indépendance, et pourquoi pas après l'indépendance. Donc c'est un peu ce style-là que nous portons dans la Fondation Patrice Emery Lumumba pour rétrocéder le vrai valeur que le Congolais en aura besoin à chaque fois. Donc je viens du site mémorial où Patrice Emery Lumumba est enterré à Limité. Donc vous comprenez les combats que le Congo non seulement a mené, mais aussi les valeurs que nous devons apporter aujourd'hui face à nos compatriotes et surtout nos enfants, nos petits-enfants qui veulent encore comprendre le vrai enjeu de ce que notre pays traverse. Alors, on ne peut pas dissocier l'indépendance de la RDC avec la personne de Patrice Emery Lumumba. On le citera toujours parce qu'on sait que c'est un acteur majeur de cette indépendance. Comment vous vous sentez dans la peau d'un lumumbiste à un jour comme celui-ci? Bon, je me sens d'abord préoccupé et puis je me sens dans l'obligation de donner le maximum d'explications de moi-même et puis surtout me détacher de connaissances privées pour m'amener à une connaissance globale qui permet à ça que chaque Congolais, là où il est, tel qu'il est, puisse s'imprégner de la vraie valeur de notre pays. Donc c'est un peu ça. Moi, quand je passe à la télé pour parler des questions de Patrice Emery Lumumba, de combat qu'il a mené jusqu'à la libération complète de notre pays, je ne le fais pas pour mon compte, je le fais pour le compte de mes compatriotes
et de l'ensemble des Congolais qui doivent quand même garder les images et les valeurs de notre pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, Patrice Emery Lumumba, c'est une icône qui m'inspire beaucoup de choses. Et sur ce chapitre-là, je pense que l'indépendance de notre pays marque quand même un pas décisif. Et lui-même, il a dit dans son discours, un pas décisif par rapport à l'émergence de notre pays. Donc, c'est un peu ce style-là. Et je pense encore aujourd'hui que la jeunesse qui doit suivre et qui nous suive de temps en temps doit quand même s'imprégner et vouloir chercher encore davantage, parce que demain, ce ne sera pas Michel Kitoko qui sera sur le plateau en train d'expliquer chaque jour. Je fais ma part contributive pour apporter à la nouvelle jeunesse et puis aux autres qui n'ont pas encore peut-être eu d'autres connaissances de recherche. Mais je contribue non seulement au-delà de mes recherches, mais au-delà de ce que je suis dans la direction de la Fondation Patrice Emery Lumumba et de tout le parcours que j'ai dû mener à l'étranger, en Belgique, et puis au niveau européen, au niveau de l'Afrique, n'en parlons même pas. Et toutes les recherches que j'ai dû mener et qui se trouvent comme un déposito, un dépôt de valeur par rapport aux Congolais. C'est ça que j'essaie d'un peu de passer dans les médias pour communiquer, surtout à une date comme le 30 juin 1960. Donc, sur ce chapitre, je suis à votre disposition et à la disposition des Congolais qui veulent de temps en temps comprendre le mécanisme, comment nous avons pu obtenir cette indépendance et pourquoi le velléité gauche-droite, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des questions pertinentes qui méritent quand même que les Congolais aient des explications. Très bien. Michel Kitoko, vous avez eu suffisamment de temps à étudier la personne de Patrice Emery Lumumba. À cette époque-là, il y en avait plusieurs, ces Congolais qui pensaient à l'indépendance, qui étaient tourmentés par la présence du colonisateur sur le sol congolais avec tous les actes d'exaction et tout ça qu'on a connu. Mais la vraie motivation de Lumumba, la vraie raison de cette passion exagérée qu'il avait pour la République démocratique du Congo, comment vous la comprenez, cette passion-là? Bon, au fait, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement une passion. C'est un esprit, parce que Patrice Emery Lumumba, s'il était comme un simple citoyen naturel, il pouvait commencer à jouer sur cette question de la République démocratique du Congo avec ses collègues, parce qu'il avait quel âge? Il n'avait que 35 ans. Vous comprenez? Et il a mené le combat à partir de quel âge? Depuis l'âge de 9 ans. Hein? Et pour ceux qui veulent comprendre un peu le combat de Patrice Emery Lumumba, qui est Lumumba? C'est depuis le bas âge que Patrice Emery Lumumba, on a détecté, on a décelé certains éléments qui ont permis à ce que les adultes de cette époque-là constatent que non, il y a quand même un fruit émergent parmi tant d'autres. Lorsque je parle que depuis l'âge de 9 ans, c'est avec certitude et réalité sur base de faits. Je vous donne un exemple. Dans la province de Tchumbe, dans le village de Tchumbe Sainte-Marie, qui était, où était implantée l'église catholique, et à ce temps-là, il y avait le missionnaire belge, c'est-à-dire que le colonisateur belge qui sévissait quand même nos parents qui vivaient dans les contrées. Lui, il n'était qu'élève, vous comprenez? Mais en plein dimanche, Patrice Emery Lumumba va poser la question. Vous savez, dans l'église, généralement, on ne pose pas de questions aux prêtres. Voilà, mais Lumumba a levé, voilà, Lumumba a levé les doigts. Une interaction entre... Patrice Emery Lumumba a levé les doigts et posé la question à un prêtre directement sur l'amour du prochain. Parce que c'était le thème pour lequel l'enseignement a eu lieu ce jour-là. Donc, il pose la question pour savoir si l'amour du prochain, c'est l'amour entre le blanc ou entre le noir, ou bien entre tout le monde. Et le prêtre tomba dans le piège et il a compris que c'était non seulement c'est une question qui dépasse la réalité de ce qu'il est en train de prêcher. Le prêtre avait répondu que c'est l'amour entre tout le monde. Alors, Lumumba maintenant va répondre encore, dire, si l'amour
du prochain et entre tout le monde. Mais pourquoi nos parents? Parce qu'ils faisaient constat de certains de parents à qui on chicotait matin, midi et soir sur base de corvées, de certains travaux qu'on devait le forcer à faire. Donc, il était le premier élève dans la paroisse de Tchoumbé qui a posé une telle question, qui a créé quand même un peu des éléments qui n'étaient pas complètement bonnes. Il a créé des conditions qui ont permis que le prêtre puisse prendre certains élans, certaines décisions à exclure le Mumba de l'école catholique. Vous voyez? Donc c'était ça. Parce que beaucoup de gens doivent se poser des questions, ils doivent connaître pourquoi Patrice Emery Lumumba, depuis Tchoumbé Sainte-Marie, pourquoi il a été exclu. Il a été exclu à cause de ces faits-là. Alors, maintenant, lorsque ces faits s'est passé, l'Église catholique était réunie et a compris finalement que non, il y a le germe entre l'âge de cet enfant et les conditions qu'il est en train de poser ne méritent pas qu'on l'intègre dans cette école qui, pour moi, était école belge et catholique en même temps. Donc, c'est sur ce chapitre-là qu'on a décelé en lui les éléments potentiels qui l'amènent voilà, qui l'amènent à comprendre la différence qui est entre les puissances coloniales et puis le colonisé qui étaient ses parents et ainsi de suite. Donc il va se déplacer de Tchoumbé vers Wembonyama. Wembonyama, c'est l'église protestante et puis Tchoumbé, c'est l'église catholique. Donc, et là, il n'a pas pu se réinscrire comme d'habitude pour chercher, mais il voulait quand même s'aimer, non seulement qu'il a été exclu par l'Église catholique, du fait qu'on ne peut pas les garder. Voilà. Donc, parmi les raisons, on ne peut pas garder un enfant qui porte en lui le germe de révolution. Hein, les germes de révolution. C'était ça qui était marqué dans les notes d'exclusion à Patrice Emery Lumumba. Donc, il va quitter Tchoumbé pour aller à Wembonyama, 17 km du village de Tchoumbé. Donc, si je donne un peu cette image je rappelle cette image, c'est pour faire comprendre au public congolais et au public international. Lumumba n'est pas un homme simplement ordinaire. Il n'est pas né simplement comme un homme ordinaire, mais il est né avec le talent et des valeurs qui étaient introduits en lui divinement, je ne saurais pas le dire, mais l'impression nette que ça me donne, c'est que Patrice Emery Lumumba, il avait la capacité intellectuelle au-dessus de son âge. D'aucuns crient à l'injustice quand il se pose la question pourquoi on valorise autant Lumumba sur la question de l'indépendance alors qu'il y a Joseph Kasavubu qui a milité lui aussi et même après l'indépendance, c'était les deux qui ont dirigé les pays comme président de la République et Premier ministre. Mais ce n'est que Lumumba qu'on reconnaît, Kasavubu, il se retrouve un peu en retard, un peu plus derrière Lumumba. À une certaine époque, je sais que dans les débats télévisés, ça portait même à une certaine crise où même le peuple du Congo central disait il faut militer pour que Lumumba et Kasavubu soient regardés au même titre. Non, vous savez, je pense que c'est pour ceux qui connaissent mal et qui ne comprennent pas l'histoire, les grands combats qui ont été menés. Bien évidemment, au début, Lumumba, quand il va quitter Wembonyama, il va aller à Kisangani, et puis c'est par là qu'il va commencer à non seulement à étudier sur le plan autodidacte, parce qu'autodidacte, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une école appropriée en République démocratique du Congo qui devait inscrire le Lumumba qui était exclu à partir de Tchoumbé. Donc maintenant, il va entamer la phase d'apprendre sur la scène internationale les contacts avec les universités privées et qu'il a envoyé le fait d'examen par la poste dont il a été travaillé. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à Kisangani. Maintenant, parce que vous parlez de la question de Kasavubu.
Mais il faut apprendre au peuple congolais et à la jeunesse congolaise l'idée qui a fait de Kasavubu président de la République. Ce n'est pas le peuple congolais. Et sur ce chapitre-là, j'aimerais faire comprendre au peuple congolais que la République démocratique du Congo, dans les années 60, était un régime complètement parlementaire. Et dans le parlementarisme dont Lumumba était l'initiateur, parce que c'est sa majorité au Parlement qui a fait non seulement de lui ce qu'il est, qui a libéré le pays de l'esclavage et de la colonisation, mais c'est dans son Parlement qu'il a décidé, pour ne pas prendre double fonction, il a décidé de prendre quelqu'un comme Kasavubu et demander à ses députés nationaux de l'élire. Parce que Patrice Emery Lumumba, non seulement que dans son régime parlementaire, sont les parlements qui sont élus par le peuple congolais et non le président de la République. Le président de la République, Joseph Kasavubu, était élu par l'ensemble de parlementaires qui étaient pour Patrice Emery Lumumba, dont lui-même il a donné consigne qu'on puisse donner ces postes-là, qui étaient un poste quand même non seulement important, mais qui n'était pas un poste de valeur par rapport au régime de 1960 que nous avions à l'époque. Voilà la différence qu'il faut des fois non seulement donner de l'enseignement au peuple congolais pour qu'ils arrivent à comprendre ça, mais aussi à intégrer l'idée que le parlementarisme de l'époque des années 60 n'ont rien à voir avec le régime présidentiel ou semi-présidentiel que Mobutu et les autres dirigeants ont pu diriger. Donc, c'est différent. Donc, au moins, à partir de coups d'État que Maréchal Mobutu a dû ramener, qui a plongé le pays encore dans l'abîme et dans un chaos complètement terni, il fallait se rabattre pour que ceux qui étaient pour la question Patrice Emery Lumumba puissent se battre d'une manière sans interrompue pour finalement ramener le pays un peu dans ses valeurs qui a été perdues. Parce que Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement qu'il a détruit le pays de son image identitaire, mais aussi dans sa dynamique politique en même temps, dont il a mené le mouvement populaire de la Révolution. C'est encore lui qui a déclaré Lumumba héros. Oui, non, mais la déclaration est venue par sa conscience mais aussi par le fait dont il ne pouvait pas faire autrement. Parce que Lumumba, non seulement que c'était une icône, je vous dis que la valeur et l'esprit que portait Patrice Emery Lumumba, c'était difficile à n'importe quel politicien à ce temps-là de l'affronter. Et vous allez voir, même parce que vous posez cette question, les Occidentaux, c'est-à-dire que les Belges qui ont dû assassiner Patrice Emery Lumumba, ils disent que nous allons voir que cet homme que nous gardons, s'il va se réveiller demain ou après-demain, j'aimerais savoir si la partie que moi je peux garder va disparaître chez moi. Donc, ils savaient que non seulement que Patrice Emery Lumumba gardait une attitude qui, des fois, interpellait l'ensemble de patriotes, non seulement belges, mais aussi congolais, dans un élan tendant à ne pas être un simple être humain. Donc, c'est un peu ce style-là. Mais revenons sur la question de Patrice Emery Lumumba et Kasavubu. Ce n'est pas une divergence, mais c'est Patrice Emery Lumumba qui a voulu que Kasavubu soit président de la République et de par son Assemblée nationale. Et c'est lui qui, sur Boulevard, ici, il a fait une réunion, notamment avec ses amis, pour dire, mettons ça à Kasavubu, qui ne croyait pas d'ailleurs. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que Kasavubu devena président de la République. Il devena président de la République, non pas par sa propre volonté, bien entendu. Il y a aussi sa volonté, mais il y a beaucoup plus, la volonté beaucoup plus prépondérante, c'est Lumumba qui a dirigé, qui était le président de groupe parlementaire, et c'est lui qui a demandé aux autres parlementaires de donner la voix à Kasavubu. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Non, je pense que des fois, nous devons enseigner ça, qu'il n'y a pas de divergence entre Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu, mais dans les faits, sur les questions politiques, il faut savoir enseigner le vrai valeur qu'apportaient Lumumba et Kasavubu sur la donne constitutionnelle de l'époque. Donc, la donne constitutionnelle ne demandait pas à ce que le peuple congolais qui vote directement Joseph Kasavubu. Non. Ce sont les parlementaires qui étaient des lumumbistes qui ont voté Kasavubu comme président de la République.
Bien. au Parlement. 2 personnes ont accompagné Lumumba jusqu'à sa mort. Je cite Paul Maurice et Joseph Okito. Ils étaient les disciples de Lumumba, ils ont accepté le châtiment réservé à Lumumba et ils sont morts, je dois dire, pour le pays, mais à travers le châtiment réservé à Lumumba. Nombreux se demandent, ils étaient ses frères, ils étaient payés pour accepter pareille peine, ou vous connaissez une autre motivation de leur part? Bon, vous savez, sur ce chapitre-là, j'aimerais simplement dire que la République démocratique du Congo, non seulement qu'elle est en train de traverser le moment le plus difficile, parce que l'histoire de notre pays, nous devons l'enseigner à chaque fois pour que chaque acteur politique puisse prendre conscience de certains faits, de certaines réalités qui sont arrivées. Tenez, Patrice Emery Lumumba, quand il a décidé de quitter la primature ici, en allant vers l'Odi, la rivière pour lequel il a été arrêté, il n'avait pas Paul Maurice, il n'y avait pas Okito Joseph avec lui, sur son chemin. Okito Joseph et Paul Maurice ont été arrêtés autrement. Pourquoi? Parce que Maréchal Mobutu voyait de Okito Joseph quelqu'un qui lui est hostile dans ses visées politiques. Et puis Kasavubu aussi, qui avait des penchants vis-à-vis de Paul Maurice. Donc c'est un peu ce style-là qui ont fait que chacun avait son prisonnier, au-delà des prisonniers internationaux, reconnus, recherchés par la Belgique, aussi les puissances internationales. Donc les 2 prisonniers-là, ce n'est pas que Lumumba qui a demandé qu'on puisse les arrêter, non. C'était un qui était prisonnier de Maréchal Mobutu, l'autre prisonnier de Joseph Kasavubu, et qui finalement, on les a joints à Patrice Emery Lumumba pour aller se faire exécuter. Donc c'est un peu ceci-là. L'ensemble de membres du gouvernement qui étaient à cette époque-là, pourquoi n'étaient-ils pas recherchés? Non, c'est parce qu'il y avait un qui était président, vice-président au niveau du Sénat, et l'autre qui devait remplacer le maréchal Mobutu comme chef d'état-major général. Donc c'est un peu cette discipline qui les ont amenés à rejoindre le Lumumba pour aller se faire exécuter avec. Bien, ça c'est une révélation que nombreux ignorent. Je pense qu'à travers cette émission, ils ont pu avoir la leçon. Michel Kitoko, nous l'entendons de la bouche de plusieurs Congolais, des bouches de plusieurs Congolais. Lumumba était pressé pour exiger l'indépendance de la RDC. Les Congolais de cette époque avaient encore besoin de la Belgique et des Belges. Autrement dit, c'est à cause de Lumumba ou de l'impréparation du Congolais de pouvoir gérer lui-même son territoire que nous sommes aujourd'hui misérables. Qu'en pensez-vous? Bon, maintenant, lorsque nous amenons cette question-là sur le plateau de la télévision, nous devons prendre nos responsabilités et puis des fois dire quels sont ces Congolais-là qui voulaient continuer dans la dynamique belge tendant à garder l'esprit colonial alors que les autres pays ont marqué le début des indépendances. Parce que notre pays, les 30 juin 1960, n'est pas le tout premier pays en Afrique qui a dû obtenir l'indépendance. Lorsque Patrice Emery Lumumba, en 1958, prend conscience et connaissance avec Kwame Nkrumah du Ghana, ce n'est pas en tant qu'amitié, c'est pour des questions des indépendances. Le Ghana, qui a eu son indépendance en 1958, vous comprenez, a dû se maintenir cet état d'esprit pour essayer de, non seulement que son pays a obtenu l'indépendance, mais aussi, aujourd'hui, nous sommes dans un continent où, parmi les pays que nous pouvons citer de l'Afrique, qui sont stables et orientés positivement, nous avons le cas du Ghana. Donc, Patrice Emery Lumumba, dans ce schéma, conscient que la colonisation n'est pas une bonne chose, parce que nous devons aussi dire des choses. La colonisation, les jours que nous aurons peut-être à faire toute une émission ici, pour parler
de méfaits de la colonisation et le bienfait de la colonisation, le Congolais va prendre conscience que vaut mieux être soi-même que se détruire par un étranger. Donc voilà, parce qu'à la destruction et durant toute la période coloniale, qu'est-ce que le colon a dû faire? Même la langue que je suis en train de communiquer aujourd'hui, c'est grâce au colon. Bon, je peux dire que c'est une langue qui véhicule certaines pensées, qui véhicule certaines informations au niveau international. OK. Mais maintenant, est-ce que le lingala et les autres langues, ici le swahili, les autres pays qui parlent que ça au niveau national, ne sont-ils pas en état d'avance par rapport au Congo, on ne sait pas comment? Donc, question linguistique n'est pas une question professionnelle que nous pouvons nous battre pour dire que, bon, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais maintenant, autre chose aussi, sur le plan économique. Vous allez constater une chose, que non seulement que l'Occident a dû s'approvisionner négativement ici sur le sol congolais, mais aussi, non seulement qu'au-delà des pillages, que je peux intituler ça comme ça, mais a détruit le Congo par ce biais-là de la colonisation. Quel est cet élément-là? Quel est le contrat que nous pouvions signer avec l'Occident si c'était question, par exemple, de langue, question d'éducation culturelle, d'éducation à tous les niveaux, d'éducation universitaire, ainsi de suite? Ça, peut-être, ça peut se comprendre. Mais sur le plan de la donne dont les puissances depuis 8000 km existaient ici pour piller nos richesses et piller ce que vous n'aviez même pas, nous n'avions pas de valeur vis-à-vis de cette puissance belge. Et vous comprenez que Lumumba, à l'âge de 9 ans, qu'il a dû commencer à crier. Veut dire que les gens de son époque, moi je me rappelle encore mon père, quand il me dit des choses, si ils avaient beaucoup de respect envers Patrice Emery Lumumba, c'est sur base de réalités qu'ils ont vécues ensemble, parce que mon père avait l'âge de Patrice Emery Lumumba. Okay. Vous comprenez? Donc, sur ce chapitre-là, moi, je me dis, il faut qu'on continue à enseigner à nos enfants, nos petits-enfants, surtout la nouvelle génération d'aujourd'hui, c'est que le Congo a connu durant la période coloniale, qui était une bêtise, la colonisation. Vous comprenez? La coopération, c'est une autre chose. Il faut distinguer la coopération avec la colonisation. Donc, qui dit colonisation veut dire que vous n'êtes pas un être ayant une conscience méritée de réfléchir comme un être humain, mais une personne qui, des fois, qui est un être, mais qui ne réfléchit même pas. Très bien. Donc, c'est un peu ceci-là. Alors, Michel Kitoko, vous avez vécu Mobutu, vous avez vécu Mouzé Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui Félix Tshisekedi. J'épargne Joseph Kasavubu parce qu'il a dirigé en même temps que Lumumba. De toutes ces générations ou de tous ces régimes politiques qui se sont succédés au pouvoir, essayez un peu de peindre le tableau de chaque régime du côté où il a contribué au maintien de la souveraineté de notre pays. Et si certains régimes n'ont pas pu le faire, parlez-en aussi, ça pourra aider nos téléspectateurs à exiger une amélioration dans ce sens. Bon, moi je regarde beaucoup plus quelque chose qui attire souvent mon attention parce que moi, non seulement que j'ai vécu du temps de Maréchal Mobutu, et j'ai commencé à mener mon combat durant la période de Maréchal Mobutu, et je pense que ces combats-là risquent d'être un peu dans les oubliettes. Parce que la plupart de la grande jeunesse d'aujourd'hui qui ne connaît pas Maréchal Mobutu, ils ont l'impression que c'était un simple citoyen qui avait aussi le droit de diriger ce pays dans le bon sens. Non, pas du tout. Nous avons l'obligation de rappeler à nos compatriotes, à tous nos compatriotes, de ne jamais permettre à ce que ce pays soit replongé comme nous l'avons vécu durant plusieurs années, durant plus de 32 ans. Mais avec la zaïrianisation, ayant pour créneau le retour à l'authenticité, c'était aussi une contribution active pour la souveraineté. S'il vous plaît, du pays. Je dis simplement que nous venions d'obtenir notre indépendance, l'indépendance de notre pays. Okay. Et vous allez comprendre que les calculs de puissance occidentale qui ont été déchus, qui ont été mis de côté par
cette indépendance qu'on accuse à Patrice Emery Lumumba, que c'était lui qui était à la base de leur désastre, c'était lui qui était à la base de leur destruction économique. Moi, cette partie-là, non seulement qu'elle est intéressante pour que nous puissions les communiquer et en parler, mais vous allez voir, constater encore une chose, que Maréchal Mobutu, pourquoi les puissances occidentales ont voulu que quelqu'un comme Maréchal Mobutu prenne le pouvoir. Tout simplement. Parce que l'attitude qu'il avait était différente de Patrice Emery Lumumba. Pourquoi? L'attitude qu'il a dû opter par rapport au combat que Lumumba a mené a attiré quand même l'attention de puissances occidentales. Et c'est avant, je vous donne un fait. Maréchal Mobutu ne connaissait pas que les Occidentaux en veulent à Lumumba par le fait qu'il avait tout fait pour réclamer l'indépendance du pays. Le jour où Patrice Emery Lumumba se préparait pour aller au palais de la nation, aller faire son discours, la cérémonie, à la veille, Lumumba avait Maréchal Mobutu, qui était encore colonel en son temps, il avait approché. Il avait approché et le Blanc a constaté que comme Maréchal Mobutu était formé par le Belge en Belgique et qui devenait lumumbiste, parce que n'oublions pas, au-delà du fait que le Mobutu a connu beaucoup de paradoxes, beaucoup de choses qui sont néfastes pour notre pays, mais il était en même temps lumumbiste. Mais ça, il a trahi sa propre conscience. Voilà. Non, on l'a fait trahir sa propre conscience de par sa jeunesse. Il n'a pas pu se rattraper. Il n'a pas pu se rattraper, mais il a voulu se rattraper après. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous prenons Maréchal Mobutu depuis la table ronde, parce que quand la table ronde a commencé en Belgique, il était déjà avant en Belgique comme étudiant. Il faisait un peu sa formation dans le cadre de journaliste et ainsi de suite. Bon, maintenant, arrivé sur place, Patrice Emery Lumumba qui demanda à Mobutu de regagner le pays pour qu'ils viennent travailler ensemble. Il était sous Patrice Emery Lumumba. Donc moi, ces chapitres, j'aimerais simplement intérioriser et dire au peuple congolais que durant cette période, Maréchal Mobutu, non seulement qu'il a trahi par la volonté des puissances occidentales et qui l'ont imposé cette trahison, et quand j'ai donné l'exemple ici à ce qui concerne le jour qui a eu le fait là, à la veille de 30 juin, le 29, Lumumba avec Maréchal Mobutu, qui était encore colonel à ce temps-là, ici au palais sur boulevard. Hein? Alors, vous allez, je révèle un peu aux Congolais certains faits qui se sont passés. Les Blancs, ils vont accompagner Mobutu vers les domiciles, mais il faut voir ce qu'ils ont dit à Mobutu. Parce que Mobutu, quand il entre, il trouve Lumumba au salon en réunion avec les autres acteurs politiques. Alors, ils ont dit à Mobutu, ivre, d'aller poser un coup d'État à la maison. Les premières tentatives de coup d'État de Maréchal Mobutu a commencé à la maison. Et ça, ce sont des choses que nous devons pouvoir dire et enseigner à nos enfants. Effectivement. À la maison, et Mobutu pensait qu'en disant seulement ça, les choses vont se faire. Or, ce sont des paroles que les colons l'ont enseignées. Alors, Mobutu, il entre dans la parcelle de Patrice Emery Lumumba et il dit ce qu'on l'a dit au nom de l'État congolais et puis du peuple congolais, je prends le pouvoir. Mais il voit que rien ne se passe. Alors à côté de Patrice Emery Lumumba, il y a un monsieur qui dit à Lumumba que c'est dangereux. Il faut savoir pourquoi il doit pouvoir dire ça. Votre colonel dit non, il a souvent l'habitude de boire quelque chose, il devient un peu ivre. Et c'est Lumumba qui l'isole du salon vers une chambre pour aller se reposer.
Moi, je pense que dans cette histoire de Lumumba, même dans l'histoire générale de la RDC, il y a beaucoup d'anecdotes que nous devons découvrir. Heureusement que nous avons des bonnes sources comme vous et vous nous permettez de vous consulter à chaque fois que besoin il y a. Pour aller un peu vite, Michel Kitoko, s'il faut coter les 32 ans de Mobutu, lui donner une cote sur 10, dans le domaine seulement de la souveraineté du pays, il mérite combien? Bon, dans le domaine de la souveraineté du pays, Mobutu, quand même, il s'est battu. Hein. Mobutu, je vous dis que Maréchal Mobutu s'est confessé. C'est parce que vous n'avez pas voulu que je termine. Allez-y, allez on est en train de gagner Maréchal du temps. Mobutu a eu à se confesser par rapport à cette question de Lumumba. Il a eu à se confesser auprès de Maman Pauline, qui était la femme principale de Patrice Emery Lumumba. Après la mort de Patrice Emery Lumumba, Mobutu s'est confessé plusieurs fois. Et c'est ce chapitre-là, qui suis-je moi pour démentir ou mentir sur certains chapitres. Donc, je fais que dire la vérité au peuple congolais, aujourd'hui que Maréchal Mobutu, qui était formé par Patrice Emery Lumumba, a regretté la trahison qu'il a fait à Lumumba, mais a dû garder quand même l'élan du pays de façon que notre pays puisse sortir de l'abîme et du chaos qui disposait. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba, qui croit à l'unité, à Mobutu qui croit à l'unité qui lui a été enseignée, non seulement par Patrice Emery Lumumba, mais il était lumumbiste à ce temps-là. Il a dû se battre pour donner de la valeur à la hauteur. Et moi, les notes que moi je peux donner à Maréchal Mobutu en ce qui concerne l'unité de notre pays et tout ça, je peux vous dire que c'est 8 sur 10. Sur la question de la souveraineté de notre pays. Kabila, comment vous le cotez sur la notion de la souveraineté? 9 sur 10. 9 sur 10. Par quel fait? Mais par quel fait? Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, vous le voyez ressortir en quelle année? Vous le voyez ressortir en 2000, je pense 2007. 1997. 1997. Oui. Qu'il a dû ressortir. Mais avant 1997, Mouzé Laurent Désiré Kabila était lumumbiste. À l'âge de 17 ans qu'il avait, il était président de la jeunesse lumumbiste au Katanga. Et c'est Lumumba qui s'est adressé à Mouzé Laurent Désiré Kabila de par son discours à la radio. C'était le 11, je pense, oui, c'était le 11 juin 1960, 10 jours après l'indépendance. Donc, vous comprenez que Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui était un lumumbiste, qui était un unitariste avéré, ne pouvait pas imaginer que non seulement qu'il luttait contre les puissances occidentales qui ont voulu détruire le pays pour remettre en cause l'unité de notre nation, vouloir séparer le Katanga de son unité nationale avec notre pays. Et c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila qui doit prendre le relève contre Moïse Tchombe, de façon à ce que notre pays soit dans son intégrité, son unité absolue. Donc il va maintenant attendre par la suite que Lumumba, non seulement qu'il sera arrêté et puis transféré au Katanga, il a dû militer non seulement à partir du Katanga, mais aussi se mettre dans les trempes résolutionnelles en tant que rebelle pour permettre à ce que tous les lumumbistes rebelles puissent le rejoindre. C'est comme ça qu'il a choisi le camp que nous connaissons, qui est au sud du pays, comme les lieux de combat. Donc, le combat de Mouzé, c'était une révolte, revendication ou la continuité du combat de Lumumba? C'est la continuité du combat de Patrice Emery Lumumba. Vous avez l'impression que Mouzé, il s'est battu pour lui-même. Non. Mouzé, vous savez que la question de Lumumba, c'est une question, je vous dis, c'est une question que nous devons approfondir et dire et enseigner au peuple congolais les valeurs qu'ont eu les lumumbistes à ce temps-là et pourquoi ils sont mis à combattre le régime qui a été posé par les puissances occidentales et puis notamment par Maréchal Mobutu. Donc, Mouzé Laurent Désiré Kabila était lumumbiste depuis l'âge de 17 ans. Très bien.
Je demande à la régie de souffrir que nous ayons même 2 minutes d'ajout, parce que l'émission a atteint une phase importante. Nous voulons faire parler notre invité de la partie Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir. Est-ce que sous son règne, la souveraineté de notre pays a connu quelques avancées? Vous savez, moi, ce sont des faits. Ce sont des faits que je pense que nous devons enseigner à nos enfants et les médias que vous êtes, les médias a l'obligation de fois de rétrocéder au peuple congolais le vrai valeur et le vrai mission de chaque dirigeant. Lorsque vous me parlez de Joseph Kabila, je vous dis, je persiste et je signe, que non seulement qu'il est muséiste, mais il est lumumbiste en même temps. Je ne connais pas parmi les dirigeants aujourd'hui quelqu'un qu'on peut appeler lumumbiste pour le moment, si ce n'est pas l'exercice de pouvoir qu'a mené Joseph Kabila dans sa compréhension nationale, mais aussi muséiste par le fait qu'il est le fils à Musée et le pouvoir qu'il a pris juste c'était après Musée. Mais en tout cas, le combat que lui, il a dû mener, dont son père a dû le transmettre, les valeurs de ce combat. Je pense que son père, avant de transmettre les valeurs à l'ensemble des Congolais, il a dû commencer à transmettre ces valeurs à son propre fils depuis la maison. Est-ce qu'il y a 2-3 faits de Joseph Kabila qui accusent sa jalousie à la souveraineté de son pays? Non, c'est son identité, c'est sa nature. Sinon, nous allons accuser Joseph de quoi? Vous comprenez? Lui, c'est non seulement qu'il est né, il a été formé par Musée depuis sa naissance, il a compris la pertinence de combat de son père, et maintenant, il est en face des gens qui l'enseignent aussi ce qu'on attendait de Musée depuis le maquis. La responsabilité de la République, la responsabilité historique de la République repose sur ses épaules. Et d'emblée comme ça, vous allez dire quoi? Joseph Kabila ne peut pas avoir d'autre reflet que le reflet de transmettre les vraies valeurs historiques que lui, Musée, a dû inculquer à son fils, et puis c'est qu'il doit pouvoir travailler pour l'ensemble de la nation. J'insiste et sans calcul, je vous dis, je persiste et je signe que Joseph Kabila, non seulement qu'il est muséiste, mais il est lumumbiste. Parce que parmi la donne identitaire que Musée Laurent Désiré Kabila a dû affronter dans la savane en pleine période de turbulences et de guerre, c'est Joseph Kabila. Et sa cotation sur 10 en termes de maintien de la souveraineté? 9 sur 10. Comme son père. 9 sur 10. Il ne badine pas. Je vous dis, ça je l'ai dit en âme et conscience. Parce que imaginez que parmi le combat qu'il a dit opter, avant de laisser le pays entre les mains d'Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre pays était dans quelles conditions? Il a dû sortir le pays de quelles conditions? On reste beaucoup plus sous l'angle de la souveraineté. Mais non, mais c'est ça. Les actions, les gestes de chacun des dirigeants. La souveraineté dont je parle ici, c'est la souveraineté sur la scène internationale. Donc, lorsque Kabila va se faire attaquer par des puissances rebelles, il a dû mener des combats, non seulement les combats politiques, mais les combats d'autres militaires qui ont fait le Congo, qui a rendu le Congo son intégralité et qui a fini par reprendre le Congo dans son identité connue, Est, Ouest, Nord et Sud. C'est cette identité-là qu'il a dû remettre à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien, professeur, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Je pense que c'est la question la plus attendue. Quelle est la cotation de Félix Tshisekedi en termes de maintien de la souveraineté de notre pays et la cotation que vous allez donner, prière de la justifier? Nous allons chuter par là. Vous savez, ça me fait très mal. Ça me fait très mal lorsque je suis en face de ce genre de questions. La notification ou la note que nous pouvons donner à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je ne peux pas le... En matière de souveraineté. En matière de souveraineté, je ne cherche même pas à l'attribuer pour le moment parce que nous sommes le 30 juin.
j'ai vu que le prêtre a commencé à prier et j'attends de lui un discours clair relatif à cette question de combat pour l'intégrité territoriale de notre pays et comment il s'y prend lui-même. Est-ce qu'il s'y prend comme un véritable combattant, un véritable premier citoyen militaire de ce pays qui combat pour céder l'intégrité territoriale de notre pays ou bien pour redonner la valeur dimensionnelle de notre République à tous les Congolais. C'est sur ce chapitre-là que nous l'attendons. Très bien. Donc, je ne peux pas d'emblée comme ça donner des notes à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur base de certains faits dont je pense qu'il écoute et qu'il doit pouvoir suivre les voies et moyens, notamment la voie de Patrice Emery Lumumba qui a voulu l'intégralité de notre pays, c'est-à-dire que le premier citoyen de ce pays des années 60, et puis Mouzé Laurent, tous les dirigeants de ce pays, tous les présidents de ce pays ont donné de la valeur qu'il faut à notre République. Je crois bien qu'il a ce sentiment-là, ne pas vouloir céder non seulement aux caprices de l'option que beaucoup de politiciens cherchent à l'orienter, mais l'intégrité territoriale devait être la mission principale qui doit refléter l'une des identités que beaucoup de nos dirigeants ici ont dû traverser. Merci beaucoup. Il s'appelle Michel Kitoko, il est professeur des universités, il est consultant international, il est directeur général de la Fondation Lumumba. C'est en cette qualité que nous l'avons reçu sur notre plateau pour décrypter, critiquer, analyser le parcours de la RDC pendant 63 ans, depuis son indépendance à ce jour du 30 juin, jour anniversaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, Michel Kitoko, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Là, on se voit à une prochaine édition. Merci. Bye bye. Waouh, waouh, waouh.